Bonsoir à tous et bienvenue comme chaque jeudi dans Monde des Arts, quasi pile poil d'ailleurs, 5 ans après le début du mouvement MeToo. Tout commence d'ailleurs avec un article, souvenez-vous, paru dans le New York Times, c'était le 5 octobre 2017. Harvey Weinstein, j'y arriverai, producteur reconnu à la tête de Miramax, est accusé d'agression sexuelle par plusieurs actrices. S'en suivra une enquête du New Yorker et puis les témoignages affluent, le mode opératoire des agressions du producteur se confirme. C'est une onde de choc et le début d'une déflagration planétaire, on peut le dire. Le hashtag MeToo, repris par l'actrice Alyssa Milano, rappelez-vous également, va libérer la parole des femmes et s'étendre bien au-delà du milieu du cinéma et bien au-delà aussi de l'océan. Alors le milieu du cinéma, un milieu qui en Belgique fait plutôt le dos rond à ce mouvement, car sur les tournages en cinéma ou en télé, le climat, on va le voir, est souvent pesant et les violences sexistes ne diminuent pas, bien au contraire. Une situation inquiétante à tel point qu'une campagne de formation à destination des producteurs, des productrices, des professionnels de l'audiovisuel est lancée. Mais sera-t-elle suivie, sachant qu'elle n'est pas obligatoire? Et puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place finalement au quotidien pour que cessent enfin ces violences sexistes et sexuelles? On va parler de tout ça. On a du pain sur la planche avec nos invités. Bonsoir Alice. Bonsoir, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alice Godard, vous êtes monteuse, ça c'est votre métier. Oui. Et par contre, vous êtes cofondatrice du mouvement Paye ton tournage, c'est bien ça? Oui, c'est une association qui recense des témoignages de discrimination dans le milieu du cinéma de manière anonyme. Et principalement sexiste, mais on a tout type de discrimination qui sont représentées. Oui, parce qu'il y a aussi la grossophobie, le racisme, etc., j'imagine. Oui, la transphobie, du harcèlement sexiste, du harcèlement sexuel, des violences. C'est pas ça qui manque, évidemment. En face de vous, Marine Déco-Loleke, bonsoir. Bonsoir, Marie. merci aussi de me recevoir. Avec plaisir, vous êtes comédienne et vous êtes ici en tant qu'ancienne membre du conseil C'est ça, oui. de l'IAD. J'étais vice-présidente du conseil étudiant à l'IAD. Et là, vous recueillez des témoignages aussi à l'époque? C'est ça, on a pu avoir des témoignages d'étudiants dans l'audiovisuel et aussi dans l'interprétation dramatique. D'accord. Un homme sur ce plateau, François Toued. Bonsoir, merci de me recevoir également. Merci d'être là. Vous êtes producteur. Entre Chien et Loup, vous êtes aussi membre de l'Union des producteurs de Belgique, c'est ça? Je suis administrateur de l'Union des producteurs de films francophones, tout à fait. D'accord. Du PFF. D'accord, donc ça rassemble tous les producteurs francophones. Donc. Ça rassemble, on va dire, oui, une grande partie des producteurs de fiction, documentaire francophones, oui, tout à fait. D'accord, et vous nous donnerez donc votre point de vue sur tout ça. Élie Mastorou, bonsoir Élie. Bonsoir. On est ravis de vous avoir, vous êtes journaliste critique cinéma et vous êtes membre de Elles font des films, c'est un collectif. En 2 mots, ce collectif? Mais c'est un collectif qui a été fondé en 2017 par des personnes femmes, notamment travaillant dans l'audiovisuel et souhaitant mettre en place des réflexions pour combattre le sexisme dans l'audiovisuel. Ouais, pour se faire entendre aussi sur la question de parité, tout ça, j'imagine. Tout à fait. Tout ça est lié, évidemment. Bien Allez, sûr. on va commencer ce débat avec une vidéo du collectif 50-50 et de Paye ton tournage. Elle date un peu, c'était 2019, c'est ça? Elle date de 2019 et elle a été faite en collaboration avec le collectif 50-50. Ouais, mais elle n'a rien perdu de sa pertinence. Vous allez le voir, regardez. Coupé. D'ici la fin du tournage, je t'ai sauté. Un électro à une comédienne, 2 semaines avant le viol. Tu peux rien contre moi, je suis acteur. Demain, je retourne à Paris et toi, t'es personne. Un acteur a une aide d'écho après lui avoir fait des remarques sexistes et homophobes. Aucun témoin ne la connaissant ne réagit. Il finit par lui porter un coup. Sa voisine s'interpose et reçoit le coup à sa place. Chute et perte de conscience, entaille à la tête, pied cassé. Elle fait partie de la prod, donc il ne s'en tire pas comme ça. L'aide d'écho en question n'a jamais eu d'excuses. Moi, mon chef me fait pas trop de remarques sexistes. Juste l'autre jour, il m'a dit qu'il me ferait bien des enfants. Ah ouais, ça va encore. 2 électro-femmes parlant de leur chef électro-homme. Oh, c'est pour rire. Je croyais que les filles aimaient encore rire, moi. Si tu mets un short, faut pas t'étonner avec cette chaleur. Impossible de se retenir. Je suis 3e assistante mise en scène lors d'un été de canicule sur un tournage. Il fait 32 degrés et je porte un short, comme tous les hommes sur le plateau. Le régisseur général passe plusieurs fois devant moi et me murmure à l'oreille des gémissements. Au bout de la 4e fois, je lui dis calmement que s'il ne cesse pas, je vais en parler à la production.
Il m'a répondu la phrase ci-dessus. Tu veux être chef op, toi? C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à croiser certaines femmes qui peuvent y prétendre, mais elles sont toutes grosses ou lesbiennes. Un chef opérateur lors de mon premier stage dans une boîte de prod. Tu peux mettre un pull. Mes gars sont loin de chez eux depuis quelques semaines et ça les déconcentre de te regarder perché en t-shirt. Un chef opérateur a une perchwoman. Il lui a redit 3 fois et a fini par aller en parler à l'ingénieur du son. C'est pas qu'une femme puisse pas faire le boulot, c'est que ça pourrait distraire les électros. Après, ils font plus bien leur boulot et alors il faut virer la nana. Voilà, et ça continue comme ça. On a ralenti, on a arrêté un petit peu cette vidéo parce que je crois qu'elle fait 4-5 minutes, elle pourra en faire tellement plus. Alissa, c'est le genre de témoignage que vous recueillez également ? Oui, ce sont des témoignages qu'on a reçus qui concernent la France et la Belgique, mais j'ai aussi une sélection belge si vous le voulez. Et ce qu'on peut observer à partir de ces témoignages, c'est déjà qu'ils sont tous pénalisables par le code du travail ou le code pénal. C'est-à-dire que oui, une blague, si elle est répétée dans le cas de la remarque glissée à l'oreille, c'est du harcèlement moral et c'est pénalisable par le code du travail. Donc il ne s'agit pas d'aimer rire ou pas, mais juste de respecter la loi. Et aussi, on observe une autre chose, si je peux me permettre, à partir de ces témoignages, c'est qu'il y a un caractère intersectionnel, c'est-à-dire que les discriminations se recoupent. Il y a plusieurs types de discrimination, que ce soit raciste, sexiste, transphobe, homophobe. Dans tout ce que vous recueillez, ça va un petit peu dans tous les sens. Élie, je vois que vous opiniez du chef également. Je rejoins, on l'a bien vu dans ce qui vient d'être illustré, il y avait aussi des remarques sexistes, et spécifiquement homophobes ou spécifiquement... donc oui, c'est un spectre, malheureusement. François Toued, ça vous étonne, vous qui êtes souvent sur les lieux de tournage, etc., ce genre de remarques, où vous dites, non, c'est hélas comme ça. C'est malheureusement la triste vérité. Et comme le rappelle Alice, moi je pense que c'est pas une question de savoir si c'est une blague ou pas une blague, c'est une question de savoir est-ce que c'est la loi, est-ce que c'est autorisé ou pas autorisé par la loi. Je pense que c'est surtout ça aujourd'hui qui est important, c'est de rappeler le cadre légal, juridique. Moi, en tant qu'employeur, en tout cas, c'est ma fonction première. Quand on emploie des gens sur un plateau, c'est s'assurer que du bien-être au travail de l'ensemble des collaborateurs qui travaillent pour nous. Et je pense qu'aujourd'hui, la formation qui va être lancée, là, je pense qu'on en parlait après, je pense que c'est le premier atout de cette formation-là, c'est justement de rappeler le cadre légal, de rappeler ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, de donner une boîte à outils aux différents intervenants, aux personnes en responsabilité, de pouvoir prendre des décisions et on va parler de cette formation corriger tout ça. Et des limites aussi de cette formation. Juste avant, je voulais poser la question à Marie. Vous êtes débutante dans le métier, comédienne, jeune comédienne, ça vous fait un peu peur cette ambiance ou pas? Oui, évidemment. Et c'est ce qu'on dit généralement, qu'on va faire un métier où c'est un monde de requins, où on va se chier dessus, littéralement. Et évidemment, c'est des choses qu'on peut même entendre déjà dans les écoles. On dit ce genre de phrase? Ça peut arriver, en effet, et même souvent. Et donc, du coup, de voir que cela se répète dans le milieu, ça peut être très décourageant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On essaie de comprendre. Ça se passe d'ailleurs, on va le dire, dans tous les milieux, mais ici, on parle vraiment du milieu du cinéma en France et particulièrement en Belgique. Il y a quoi? Les femmes ne sont pas, par exemple, au poste de pouvoir, donc du coup, il y a une espèce de condescendance entre les hommes. Alice? Alors, oui, les femmes sont de toute façon moins présentes en chef de poste, mais c'est un milieu qui fonctionne au bouche à oreille, à la réputation. C'est un petit milieu précarisant où il faut toujours faire plus pour moins d'argent. C'est-à-dire qu'on a peur pour son emploi. Si on se plaint, on se dit, on va plus. Oui, il y a beaucoup de victimes qui ont peur de témoigner parce qu'elles ont peur de ne pas être reprises pour un prochain tournage, ou tout simplement parce qu'elles ne se rendent pas forcément compte que ce qu'elles vivent, c'est une discrimination systémique, parce qu'elles pensent que c'est de leur faute. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les personnes qui nous écrivent, qui nous disent « Merci, je pensais être la seule, je pensais que c'était moi le problème, et quand je lis 15-20 témoignages similaires aux miens, je prends conscience que ce n'est pas moi. » Ça, c'est un phénomène qu'on observe, Élie. Mais c'est un phénomène, comme vous le dites, David, qui existe comme à hauteur de la société. Et donc, du coup, forcément, chaque milieu va reproduire ces biais-là, mais avec... On a l'impression que ça se cristallise dans le cinéma. Peut-être, on en parlait en préparant l'émission, le lieu de tournage, c'est un lieu clos, finalement, globalement. Tout à fait. Souvent en studio. C'est un microcosme, c'est un tournage, c'est à la fois ce côté une grande famille, on va travailler tous et toutes ensemble pendant des semaines, voire des mois ensemble. Mais parfois, c'est des gens qui vont passer des 10-11 heures de tournage, et puis de manger ensemble, et puis dormir ensemble. Donc ça crée une espèce d'ambiance particulière où
c'est aussi une reproduction des rapports de pouvoir qui existent à l'échelle de la société et qu'on retrouve à échelle micro sur un tournage. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit dans les témoignages aussi. C'est des personnes qui sont supérieures, qui parlent à des personnes qui sont inférieures. Et donc, on voit bien que c'est pas qu'une blague. On fait pas la même blague à son supérieur Bien qu'à sûr. son inférieur. C'est obligé que ce soit si hiérarchisé, un tournage, sinon ce serait le bordel, si je puis me permettre. Oui, il y a une hiérarchie dans les tâches. Après, parce que c'est quand même fort. Premier assistant, deuxième assistant. Tout à fait. Enfin, je veux dire, si... en fait, c'est de driller comme un papier à musique. Donc, on a des choses à faire dans la journée, et pour que ces choses puissent se faire, il faut que chacun sache ce qu'il a à faire. Effectivement, du coup, les tâches, c'est un peu pyramidal. Mais du coup, est-ce que le problème, il n'est pas déjà là aussi, vous voyez ? Je pense pas que le problème soit particulièrement là, parce qu'il y a plein de métiers dans lesquels il y a des hiérarchies, je pense. Donc, à ce point-là ? Oui, à ce point-là. Enfin, oui, je pense. Oui, la structure pyramidale, c'est quelque chose qu'on trouve même à hauteur de la démocratie. Dans la démocratie, partout. Voilà. Donc, moi, je pense que surtout ce qui fait je pense que moi, par exemple, j'ai produit une série pour Netflix, la première série belge originale Netflix, et je peux vous dire que sur ces questions-là, par exemple, on est très très bien formé dès le départ. C'est-à-dire qu'on est obligé de suivre des formations. Donc là, vous parlez de Netflix qui vous impose des formations. Enfin, pas qu'à moi d'ailleurs, pas qu'aux producteurs, aux directeurs de production, à tous les gens qui sont justement en situation de pouvoir. Sur ce qu'ils peuvent faire, pas faire, ce qu'est la loi. Donc je pense que ça, c'est déjà un élément essentiel, c'est de recadrer, entre guillemets, les choses. Et puis, il y a, à l'ensemble des personnes qui travaillent sur le plateau, il y a, dès le départ, une communication qui dit, voilà ce qui est en place ici sur ce plateau pour tous les problèmes que vous pourrez rencontrer de cet ordre-là. Avec une hotline, un numéro disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Enfin, voilà, tout ça est extrêmement encadré, structuré, et je pense qu'on doit en arriver là, c'est nécessaire pour qu'il n'y ait plus d'impunité, parce qu'on est dans... Pour l'instant, c'est le règne de l'impunité. J'ai pas dit que c'était le règne de l'impunité, je dis juste qu'à un moment, aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des situations de ce type, comme on vient d'en voir des... Ouais, et c'est quoi ? C'est une espèce de condescendance comme ça des hommes, ou comment vous l'interprétez, Alice ? Ça fait rire un peu Je pense qu'il y a vraiment de l'inconscience des choses. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui simplement ne se rendent pas compte, ne savent pas que ce qu'elles font est illégal ou problématique. Parce que vraiment, quand on ne sait pas, c'est comme le code de la route, quand on ne connaît pas les panneaux avant de les avoir appris, on n'a aucune idée de à quoi ils servent. Et malheureusement, quand on n'est pas concerné par les violences, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas savoir. Il me semble important de parler de la variété des témoignages et du fait qu'on a tendance à valoriser ceux qui parlent d'un viol ou d'un fait grave, mais tous participent à une mauvaise ambiance sur le tournage. Il y a des micro-agressions, par exemple. Voilà, les micro-agressions, pour vous expliquer très rapidement, quand j'ouvre une enveloppe, si je me coupe à chaque fois que j'ouvre cette enveloppe, je vais mettre au point des stratégies, donc je vais arrêter de l'ouvrir, peut-être, je vais mettre des gants, je vais demander à quelqu'un de me l'ouvrir, ou je vais utiliser un couteau à papier pour éviter de me faire ces micro-coupures qui, au fond, ne sont pas graves, ne nécessitent pas que j'aille aux urgences, mais peut-être ma main va développer une corne, etc. C'est pareil pour une blague sexiste sur mon physique ou sur comment je porte une caisse sur un tournage ou comment je monte à l'échelle. Si c'est répété tous les jours, je vais changer mon comportement ou je vais arrêter de travailler ou je vais faire les choses différemment. Et ces micro-agressions font que les femmes se sentent moins efficaces, moins en sécurité et font moins bien leur travail. En même temps, c'est un lieu particulier, c'est vrai que c'est dans toute la société, mais c'est quand même un lieu particulier, on l'a dit, de par sa géographie, mais également de par son contenu. Il y a un rapport à l'intimité quand même qui est quand même proche. On tourne des scènes, il y a un rapport au corps qui est là aussi. Et alors on travaille pour l'art, mais parfois l'art ça peut être une bonne excuse aussi, quoi, non ? Oui, mais je pense que c'est aussi une conception de ces débats-là sur la place de l'artiste. C'est pas parce qu'effectivement... Mais ça revient parfois comme excuse. On dit, oui, alors que comme l'humoriste Blanche Gardin a dit, si c'était un boulanger, personne dirait « Ah bah oui, mais bon, il fait du pain super. » Je pense que l'art... mais je pense que la place de l'art, effectivement, de par nos sociétés, comme on valorise ça avec quelque chose de pur, entre guillemets, parce qu'en fait, il y a quand même des personnes derrière. Et on a tendance à un peu sacraliser des choses. Or, toute œuvre d'art, que ce soit cinématographique ou quoi, n'existe pas sans son contexte. En fait. Donc, c'est des choses qui sont pas imperméables. Ouais. Alors, avant d'être sur les plateaux de tournage, on est à l'école, on est dans les écoles. On peut les citer, un SAS, IAD, conservatoire, enfin, il y en a plusieurs, il y en a des privés également. Et là, vous avez une expérience dans ces écoles, en l'occurrence, c'est l'IAD, je crois. Oui, c'est ça. Je me suis renseigné à l'IAD, il n'y a pas de charte, par exemple, pour l'instant. Ils sont en train d'essayer d'imaginer un projet de charte autour de ces questions-là, mais ça n'existe pas, l'INSAS non plus. Oui, il y a eu quelques tentatives suite à certaines polémiques aussi qu'il y a eu dans des écoles. Mais ces chartes, malheureusement, se font pas. Elles sont ralenties parce qu'en fait, les écoles
sont un peu démunies par rapport à toutes ces questions-là. Comme on est dans un système reproductif systémique de ces choses-là, comme c'est tellement ancré, il n'y a pas ces outils-là. Et donc, du coup, étant dans le conseil étudiant, on a aussi voulu se charger de cela, mais ça a été très, très, très compliqué parce que nous aussi, il faut savoir que les conseils étudiants dans ces écoles-là, en tout cas, on fait ça de manière bénévole, on fait nos études sur le côté, et donc on a dû faire aussi appel à des ASBL, et entre autres, elles font des films. Oui, elles font des films ou Paye ton tournage. Vous avez été à l'INSAS notamment. Oui, mais pour compléter ce que dit... Oui, je sors de l'INSAS. Pour compléter ce que dit Marie, au sein de Elles font des films, il y a un groupe de travail école qui vient en aide aux écoles et qui a une cellule d'écoute notamment. Précédemment, on a essayé d'aider les écoles via cette cellule, via ce groupe de travail. Et ce qu'on observe, c'est que les écoles sont démunies parce que notamment, il y a le cas de professeurs nommés à vie. Et donc, il y a des lois, il y a dans la législation des choses qui font qu'ils ne peuvent pas faire changer les choses et qu'ils ont besoin pour ça de l'aide du gouvernement et de moyens, notamment pour écrire des chartes, pas par les membres de l'école, mais par des personnes extérieures, pour avoir une cellule d'écoute extérieure. Tout ça, ce sont des choses qui sont coûteuses et malgré une volonté de l'école qui n'est pas toujours présente d'ailleurs, ils ont besoin d'aide. Voilà. Ouais. Se plaindre, parce qu'on parlait de la loi tout à l'heure, c'est pas toujours évident non plus. On en a parlé en préparant cette émission. C'est compliqué. Je sais pas, pour une jeune actrice, par exemple, d'aller se plaindre d'un acteur qui lui fait un petit peu du pied, ou voilà, parce qu'on a peur pour son boulot, parce que peut-être c'est un acteur très connu et donc il est de toute façon hyper protégé. Bien sûr, mais je pense que déjà d'en parler à quelqu'un de proche, de parler à un ami, une amie, de se le dire à soi-même, c'est déjà compliqué. Alors imaginez pousser la porte d'un commissariat et raconter ça à quelqu'un que vous ne connaissez pas et on ne sait pas si cette parole sera entendue, prise en charge. Est-ce que, même si elle est entendue, est-ce qu'il y aura un résultat concret après ? D'après ce qu'on voit, les chiffres nous montrent, et les témoignages nous montrent que ce n'est pas souvent le cas. Donc, c'est parfois ça peut être un deuxième traumatisme parfois à s'imposer à soi-même. Il y a une espèce de star system aussi qui protège certaines personnes. Oui, c'est sûr que ça ne donne pas envie aux victimes de témoigner quand on sait que des personnes très connues, dont les faits sont connus, continuent de travailler. Je pense notamment à Gérard Depardieu, dont la mise en examen est sortie dans la presse et dont les faits se chuchotent sur les tournages. Il lui arrive rien, il passe dans 6 films par an, ça n'embête ni les producteurs ni les distributeurs de capitaliser sur lui. Donc à partir de là, une victime va avoir peur de témoigner. C'est compliqué ça, quand on a effectivement un acteur ou une actrice connue qui est mise un peu sur la sellette, en tant que producteur, je veux dire, on a besoin aussi. Oui, après personnellement... C'est bankable comme on dit. Oui, c'est bankable. Après personnellement, je pense que là, je pense qu'il y a des limites qui ont été clairement marquées aux États-Unis. Il y a des acteurs qui sont carrément, on a refait des films parce que c'est certains cas. Donc, je pense que ça évolue aussi. Surtout depuis MeToo. Avant. Voilà, depuis MeToo. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui est faite. Après, c'est clair. En Belgique. Chez nous, en Belgique, écoutez, moi, en tout cas, je ne prendrais pas un comédien qui a des casseroles sur le dos. Ça, c'est clair. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on prenne tous nos responsabilités. Même si vous êtes assuré qu'avec lui, le film va cartonner. Il y a d'autres comédiens, non Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, même clairement, aujourd'hui, en série, on n'est plus forcément non plus dans ces modes d'un film qui repose sur une personne, sur un casting. Il y a beaucoup de choses qui se font avec des acteurs qui sortent de l'école ou qui sont beaucoup moins connus. Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter, en tout cas pour ce cas-là très précis, je pense qu'il faut mettre un terme à ce genre de pratique, mais c'est clair. Oui, et puis, êtes tous d'accord, Ellie ? Et puis, je pense que l'idée, alors peut-être que ça reste encore bankable aujourd'hui, mais l'idée, avec ces formations et avec toutes ces réflexions qu'on a, c'est de réfléchir vers des meilleures façons de représenter, que du coup, ces personnes-là, en fait, ne seront pas bankable et ce ne sera pas rentable d'embaucher des agresseurs sexuels sur un tournage, mais plutôt d'embaucher des personnes où on sait que c'est des personnes saines avec qui collaborer. C'est clairement ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé, je veux dire, aujourd'hui. Ah bah oui. Oui, mais là, il y a des acteurs qu'on voit plus. Tout à fait. Ils sont blacklistés, des acteurs, des réalisateurs. J'espère qu'on arrivera. En Belgique, il y a eu un cas d'une avant-première qui a été perturbée par des témoignages, parce qu'il y a un acteur dans le film qui était mis en cause. Je pense que le message était clair pour les producteurs de voir que, ah oui, en fait, il faut bien vérifier tous les acteurs du tournage parce que ça a des conséquences assez graves sur la promo du film. Et ça, du coup, c'est un peu l'avantage d'être dans un petit pays parce qu'on se connaît tous. C'était un peu compliqué pour le producteur qui n'était pas du tout au courant, c'était pas sur ce film-là. Voilà, je tiens quand même à préciser que sur ce cas-là très précis. Ce qui est intéressant pour le coup, c'est que là, il y a une forme de prévention quelque part qui est faite parce que cette personne n'a pas une grande notoriété et du coup, on n'est plus dans un cas où cette personne est trop connue et tout ça, mais c'est
arriver en amont et de dire cette personne... Par ailleurs, cette personne est très connue pour être un agresseur par tout le milieu bien avant le film. D'accord, mais là les gens ne voient pas trop qui c'est, et puis on ne va pas nommer comme ça des gens. Donc je voudrais qu'on parle quand même de ces formations qui sont lancées, qui sont soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui sont pas... Ça ne vient pas de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut peut-être le signaler également. En France, le CNC, donc le ministère de la Culture, impose ces formations, je dis bien impose, vous êtes obligé de suivre ces formations, sinon vous n'avez pas de financement. Elles sont conditionnées, oui, c'est ça, c'est qu'on ne reçoit pas de financement pour les suivre. Et donc c'est le CNC, interpellé par des collectifs militants, a décidé de prendre les choses en main et donc de faire un appel. Un appel pour créer ces formations. Et du coup, comme c'est venu d'en haut, elles sont effectivement obligatoires pour recevoir de l'argent pour faire son film. D'accord. Chez nous, pas. C'est au bon vouloir, c'est ça? Oui, c'est aussi une question effectivement de démarche et de comment ça s'est fait, parce qu'effectivement, contrairement à ce qui s'est passé en France, c'est les collectifs militants, donc Pays ton tournage et Elles font des films, qui ont interpellé le Centre du cinéma et de l'audiovisuel sur cette question précise des formations. Et donc, du coup, le Centre du cinéma a soutenu financièrement la création de ces formations, mais pour l'instant, elles ne sont pas encore obligatoires. Ça vous rassure, Marie, que ça bouge un petit peu quand même ou pas? Oui, parce que c'est comme je le disais tout à l'heure, dans les écoles, il y a quand même ce sentiment de crainte et de peur, parce que pour le peu de personnes qui arrivent à prendre la parole, il y a ce retour de flamme parfois qui est très violent, parce que justement les écoles sont démunies, et puis il y a cette aussi hiérarchisation dans les écoles, et donc de savoir que le milieu peut bouger, peut avoir ces choses-là, c'est important, mais ce serait encore mieux si ça pouvait être dans les écoles même, parce que c'est, comme je le dis, c'est un terreau fertile en tout cas de violence et d'agression qui peuvent arriver en tout cas plus tard, ou une reproduction justement. Ouais. Et donc, vous, ces formations, vous en avez suivi en France, je crois, c'est ça? Non, alors moi, alors nous, quand l'initiative a été lancée par Elles font des films, à l'UPFF, on a trouvé que c'était hyper bien, on est monté dans le train avec elles. Ça, c'est bien, ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai été faire la formation à Paris juste avant l'été. Et donc là, il y a des formations qui vont être organisées en octobre, novembre et décembre, aux destinations des producteurs. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces formations? Qu'est-ce que vous apprenez? On nous apprend d'abord qu'il y a un cadre, et que ce cadre, il n'est pas si compliqué que ça à comprendre en réalité. Il y a la loi, quoi. Il y a la loi, voilà, il y a un cadre juridique à respecter. Je trouve la formation est très bien faite parce qu'elle n'est pas du tout elle n'est pas sur des jugements de valeur, c'est-à-dire que c'est pas bien ou pas bien, c'est légal ou pas légal. Donc déjà, ça, je trouve que c'était quelque chose de très très bien, parce qu'on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, c'est très subjectif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle permet de donner des outils, parce que c'est des situations qui sont, enfin, on va se le dire, c'est pas facile à gérer quand il y a un cas comme ça sur un tournage ou dans un bureau, où c'est des situations délicates, il faut être outillé, il faut être formé. Donc je trouve même si une formation de 3h30, elle permet de donner des premières bases d'outils à un employeur. Savoir ce que c'est qu'un harcèlement. Un harcèlement, quand est-ce qu'on est dedans, pas dedans, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on a à disposition comme outils légaux pour, par exemple, une mise à pied, mener une enquête, et ce genre de choses. Donc je trouve que c'est vraiment important, parce que ça nous aide, nous, en tant qu'employeurs, à préserver l'intégrité de parce que vous êtes responsable, en tant que producteur, vous êtes responsable de ce qui se passe pendant un tournage. Complètement. Il y a des référents en France, il y a des référents un peu neutres, hommes ou femmes d'ailleurs, donc quand il y a un problème, on peut aller voir son référent. Ça n'existe pas en Belgique, pourquoi? Alors non, effectivement, il y a un référente harcèlement en France. Et alors en Belgique, il existe cette personne qui est appelée conseiller ou conseillère prévention, qui est implémentée sur les lieux de travail. En général, pas seulement les plateaux de tournage, de ce que je comprends. Après, je ne sais pas si tous les lieux de travail... Mais il y en a sur tous les lieux de tournage. Donc il y a un tournage de film, il y a une... C'est pas encore concrètement le cas. Je ne sais pas si... C'est pas du tout le cas encore. C'est prévu, c'est ce qui est écrit dans la loi, qu'on devrait se référer aux conseillers, mais il n'y en a pas en fait. Ouais. Pourtant, des conseillers Covid, des référents Covid, on en a trouvé en 5 minutes quand c'était l'urgence, parce qu'il y avait de l'argent en jeu. Ça veut dire quoi, Alice? C'est qu'il y a encore une réticence quand même par rapport à ça? Il y a une crainte, il y a une réticence, parce que les personnes qui devront changer n'ont pas vraiment intérêt à ce que ça change aussi, il faut le dire. Et il y a aussi beaucoup d'ignorance sur les conséquences que ça peut avoir. Mais je pense que les conséquences seront juste positives. Il ne faut pas nous voir comme des ennemis, parce que tout ce qu'on veut, c'est créer un cadre plus légal, plus bienveillant et plus efficace, où tout le monde peut mieux travailler. On partage complètement les objectifs. Ouais, vraiment. Mais je pense... par rapport je voyais d'autres lignées de la tête. Là. Non, par rapport au fait qu'on ne veut pas que ça change, je pense que là, c'est un peu... Voilà, mais je parlais bien sûr pas de PFF. Non, mais je pense que globalement...
la grande majorité des personnes qui travaillent dans ce milieu veulent que ça change. C'est agréable pour personne, c'est clair et net. Mais sur la partie des conseillers prévention, moi je pense que c'est aussi je trouve que c'est une très bonne initiative. Après, ça mérite quand même d'y réfléchir. Parce que comme vous disiez au début, c'est un milieu où tout le monde se connaît. Et je pense que la personne qui porte ce rôle-là, ou cette mission-là, sur un plateau, c'est pas facile, il faut l'outiller, il faut bien la former. Et si c'est quelqu'un d'extérieur ce sera quelqu'un d'extérieur, c'est toujours un technicien ou une technicienne. On donne ça généralement c'est une fonction en plus à quelqu'un, un régisseur général, un régisseur adjoint par exemple. Enfin, c'est ce qui s'est passé pour le Covid par exemple. Donc je pense qu'il faut quand même bien former cette personne parce que c'est une responsabilité quand même assez lourde à porter. Et je pense que c'est pas suffisant. Pour moi, il faudrait aller beaucoup plus loin. Bon. Il faudrait pouvoir avoir, comme on a par exemple sur Netflix, une hotline nationale qui puisse d'ailleurs servir à autre il faut des moyens pour ça. Mais il faut des moyens. Mais là, je pense qu'on fait un appel fort aux politiques. Pour qu'il y ait des moyens pour ce genre de choses. Quoi. Bon, si le politique nous entend, voilà. C'est pas tombé dans l'oreille d'un saut. On va rappeler les dates, si ça vous intéresse, si vous êtes professionnel de l'audiovisuel, c'est le 10 octobre, donc on y est là quasi. C'est lundi, le 15 novembre et puis le 13 décembre, et puis on espère que ça va rebondir sur d'autres formations. L'émission se termine déjà, il y a plein de choses à dire. En tout cas, on sent quand même de la bonne volonté de la part de vous tous. On espère que les lignes vont bouger. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Nous on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir. Merci.